Dans l'étude de la biodiversité, donc, bien sûr, on travaille surtout sur le castor et la loutre. Donc, ça, c'est mes deux occupations principales. Alors, moi, c'est surtout le castor, mais je vous parlerai aussi un peu de la loutre, puisqu'on travaille beaucoup sur la cohabitation entre le castor et la loutre. On fait aussi des sorties biospéléologie et puis sur bien d'autres taxons. Et puis on a de nombreux partenariats, mais bon, je ne vais pas trop épiloguer dessus. Donc comme je vous ai dit juste avant, donc, pour la protection donc, des sites naturels, on est en train de travailler donc, sur la création d'une réserve. Il y en a d'autres qui sont déjà en vue. On travaille par exemple actuellement sur la remise en état d'une source vauclusienne dans le sud de l'Ardèche. On intervient régulièrement pour la protection d'habitats de castor, en particulier d'un qui se trouve sur un canal de Moulins, où il y a des travaux qui venaient d'être effectués. Donc on a essayé de protéger ce lieu. Donc on y est arrivé, on a passé des accords d'ailleurs et des partenariats. Et là on travaille en ce moment contre le projet d'une carrière qui est un massacre disons, annoncé. Et donc, on est en plein dedans aussi. Donc, voilà, on travaille sur donc, plusieurs axes. Dans les sorties naturalistes, donc j'ai mis quelques diapositives. Donc voilà, vous voyez quelques sorties. Donc en haut à droite, c'est le canal des Moulins dont je vous parlais. Donc voilà, et puis à gauche, il y a une sortie. C'était une sortie avec le GNOME d'ailleurs, il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Voilà, ça c'est des sorties aussi dans les gorges de l'Ardèche, par exemple. Ça c'était organisé avec justement la réserve. Et puis voilà, les sorties biospéléo que nous faisons un peu partout, que ce soit dans l'Hérault, en Ardèche ou dans le Var, etc. Et puis, donc, je suis un peu rapide, puisque le but, c'est de se centrer quand même sur le castor. Et donc, voilà quelques photos d'un photographe animalier, d'ailleurs, qui nous aide. Et donc, voilà, si vous voulez voir ce que nous faisons, nous avons une page Facebook, donc Fiber Nature. Il y a une chaîne YouTube aussi, Fiber Nature, où vous pouvez voir pas mal d'images de castors et de loutres. Et nous sommes en train de préparer un site Internet qui devrait sortir d'ici, enfin, qui doit être, on va dire, visible d'ici à peu près un mois. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre trop sur Fiber Nature. On va se concentrer d'abord plutôt sur les castors, parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, toutes les photos que vous allez voir donc, dans cette conférence, la quasi-totalité, donc c'est des photos que nous avons prises, nous, lors de cette étude. Donc, c'est une étude qui a commencé il y a une dizaine d'années et donc qui a permis on va dire des centaines d'heures d'observation du castor, centaines d'heures en direct, donc que ce soit la journée ou même maintenant la nuit. Puisque nous avons des autorisations pour observer la nuit. Donc, voilà, je peux dire que j'ai observé largement des centaines d'heures. Des fois, en une semaine, je peux observer 20 ou 30 heures dans la semaine. Donc, vous imaginez, depuis 10 ans, voilà, le nombre d'heures que j'ai pu vivre, un peu partager des moments, on va dire, entre guillemets, intimes avec ces animaux et des moments absolument magiques, comme tous ceux qui ont le plaisir de voir en activité des animaux dans la nature, loin des activités humaines. Et la nuit, il y a quelque chose d'assez magique quand on peut les observer. Donc voilà une photo d'un des castors que nous observons. Alors, je vais commencer un peu à faire des généralités avant d'en venir à notre étude que je mène. Alors, donc cette étude est menée dans le sud de l'Ardèche. Donc, vous avez donc les gorges de l'Ardèche qui sont connues, et puis un des gros affluents, c'est le Chassezac. Alors, avant de parler justement du sud de l'Ardèche, première chose avant d'oublier, donc la répartition actuelle du castor européen, enfin dit européen, dans le monde. Donc vous voyez sur la carte en haut à gauche, qui est une carte qui vient de l'ONCFS. Donc vous voyez, la répartition est en vert. Vous voyez aussi dessous la répartition qu'il y a du castor en France. Donc voilà, c'est surtout centré sur le bassin rhodanien, sur la Loire aussi. Donc il se trouve, le castor est revenu aussi dans l'Hérault, comme la loutre d'ailleurs. Donc j'en dirai aussi quelques mots tout à l'heure. Donc voilà, donc nos recherches se sont centrées donc sur le sud de l'Ardèche. Vous voyez donc là, ici, je vous montre avec la souris, donc ça c'est les gorges de l'Ardèche qui continue vers la droite. Et sur la gauche, vous avez le plus gros affluent de l'Ardèche qui s'appelle le Chassezac. Il y a des gorges qui sont connues, les gorges de Chassezac. Vous avez aussi une zone très très importante point de vue biodiversité, c'est le bois de paille-olive.
Et on a surligné, ça c'est une carte que nous avons effectuée assez rapidement, hein, sommairement, et tout ce qui est surligné en bleu, c'est où nous avons noté la présence du castor. Donc il faut savoir que nous étudions le castor sur environ 40 km de linéaire, donc sur pas mal de rivières et d'affluents, et parfois d'affluents. Voilà. Donc voilà, donc je répète, hein, toutes ces photos, voilà, c'est un des castors d'une famille que j'observe régulièrement. Donc voilà, donc je vais en venir assez rapidement aussi aux caractéristiques du castor. Donc, contrairement à ce que pensent la plupart des gens, hein, quand on parle du castor, on pense à un animal relativement petit. Il fait en moyenne entre 80 et 1,10 m, il peut faire jusqu'à 1,30 m. Pour ceux qui l'ont vu, peut-être parmi ceux qui regardent la conférence, qui suivent la conférence, le castor peut être impressionnant. Hein, quand vous trouvez à côté, il vaut mieux se tenir éloigné. Il y a toujours un danger potentiel. Hein, s'il était amené à vous attaquer, bon, il n'y a pas eu de cas importants en Europe, mais voilà, c'est quelque chose, il vaut mieux se tenir à bonne distance. Donc la masse moyenne est de 20 kg, ça peut aller jusqu'à 35 kg. Donc vous imaginez, en particulier quand les femelles attendent leurs petits, elles peuvent être vraiment énormes, elles sont assez impressionnantes. Donc voilà, je vous passe un peu tous les autres détails, hein, le nombre de dents. Bien sûr, il y a des 4 larges incisives qui sont... ouais, c'est comme ça qu'on s'imagine le castor et qu'on voit sur les photos. Des incisives d'ailleurs qui sont jaunes par rapport à la nourriture que le castor mange. Donc ils ont une épaisse fourrure. Ça fait partie des animaux qui ont la plus grande densité de poils. Alors de mémoire, je ne sais plus, il me semble que ça doit être 10 ou 20 000 poils à centimètre carré. Donc voilà, donc bien sûr, il y a plusieurs types de poils, mais c'est considérable. Bien sûr, on pense aussi à la queue du castor, hein, qui est aplatie, qui est recouverte d'écailles, et des pattes postérieures qui sont palmées. Mais ça, on verra tout à l'heure sur des images. Donc voilà encore une photo d'un castor que j'observe. Donc ça, c'est une photo prise la nuit. Donc on voit bien là, le castor, donc les pattes de devant, et les pattes, alors on les devine un peu, on devine une patte qui est palmée, et on voit bien la queue avec ses écailles. Donc voilà, alors ça c'est un crâne, alors ça c'est pas un crâne que nous avons, c'est un crâne qui vient d'un musée. Et on nous a permis d'utiliser la photo. Donc voilà, donc vous voyez, on voit bien les incisives et donc sa morphologie. Bon, vous voyez là, en taille, voilà, ça fait un peu plus d'une dizaine de centimètres, on va dire. Si on faisait en biais, ça fait une quinzaine de centimètres, donc la tête n'est pas énorme, mais en tout cas, le corps est quand même assez massif. Donc là, vous avez un détail sur les pattes arrière qui sont palmées. Donc la patte de devant que vous voyez à gauche, hein, donc le castor s'en sert on verra tout à l'heure, hein, pour déplacer des pierres, pour attraper des branches, hein, pour se lever. Des fois, il se lève et il va casser des branches qu'il va tirer. Il se sert de ses pattes en particulier aussi bien sûr, pour ronger, hein, pour attraper les morceaux de bois. Il se sert aussi de ses pattes pour faire sa toilette. Et donc, quand il se déplace, on verra des images tout à l'heure aussi, quand on verra la vidéo. Donc, les pattes de devant ne servent pas à grand-chose lorsqu'il nage. C'est les pattes de derrière, hein, que vous voyez bien là, qui sont palmées et qui lui permettent vraiment de se déplacer avec efficacité, alors qu'il a un corps assez massif, hein, contrairement à la loutre. Et moi, j'ai pu le voir lors de crues relativement importantes, le castor pouvoir remonter un cours d'eau ou une rivière relativement facilement. Ce qui est assez étonnant, puisque voilà, il a juste ses petites pattes palmées, 2 pattes palmées pour se pousser vers l'avant. Alors, encore toujours des généralités. Hein. La longévité, c'est entre 10 et 15 ans. Donc, on peut l'observer jusqu'à une vingtaine d'années. Alors, l'unité familiale, il faut savoir, donc, ils sont, la majorité vivent en famille. Certains sont solitaires. Soit parce que ils sont trop jeunes, ils n'ont pas trouvé de partenaire, soit ils étaient en couple et il y en a un des individus qui a trouvé la mort et donc qui n'a pas été remplacé. Donc, en général, en moyenne, c'est 5-6 individus. Donc, je redétaillerai tout à l'heure. Donc, il y a le couple.
Vous avez le couple donc adulte qui ils sont fidèles, hein, ils restent toute leur vie ensemble. Et vous avez en général 2, 3 petits par an. Et les petits restent en fait 2 ans dans la famille. Au bout de 2 ans, ils sont rejetés. En général, hein, bon, c'est un peu plus complexe que ça. Et donc, si on calcule, donc ça fait 2, voilà, si on calcule, si ça fait 2 fois 3, ça fait 6. Donc, en fait, en général, vous avez entre la première, au cours de la première année, vous avez une mortalité qui est relativement importante, d'après nos observations du castor. C'est pour ça qu'on va dire que nous, ce qu'on observe, la famille que j'observe, il y a en général plutôt 3, 4 petits, enfin 3, 4 individus. Donc, ça veut dire qu'il y en a pas mal qui ont disparu. Et il y a une autre famille, d'ailleurs, en moyenne, c'est plutôt 2, 3 individus, c'est-à-dire que régulièrement, les petits ne survivent pas la première année. Donc, ils ont une activité principalement plutôt nocturne, hein. Alors, on peut les observer en plein jour lorsqu'il s'agit de l'été, au mois de juin. Ils sont connus, le castor, on le voit bien en plein jour. On peut l'observer en journée aussi lorsque vous avez des cours d'eau importants comme des fleuves, quand vous avez des rivières aussi, ils se sentent plus en sécurité. Comme beaucoup d'animaux, ils sortent la nuit parce que malheureusement, ben, c'est à cause de nous et de la part de l'homme. Donc, il nous fuit. Donc, donc, on le voit sortir vraiment à la tombée de la nuit et plutôt d'ailleurs, de façon générale, une grande partie de l'année, il faut attendre au moins 1 heure après le coucher de soleil. Et même des fois à Noël, c'est plutôt même 3, 4, 5 heures après le coucher du soleil qu'il arrive à sortir, parce que c'est la période où il a très peu d'activité. Et il a peu de prédateurs, hein. On va dire que le castor adulte, à part l'être humain, il n'a pas de prédateurs, en tout cas en France. Donc, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est une espèce protégée, bien sûr. Donc, en fait, l'adulte n'a pas de prédateur, hein, face à un chien. C'est le chien qui passera, c'est pas le castor, hein. Donc, d'ailleurs, j'en reparlerai aussi tout à l'heure, mais dans les cours d'eau qu'il occupe en France, donc, il partage son territoire avec le ragondin et la loutre. Ben, sur les 3, c'est lui qui domine le territoire. La loutre ne va pas s'amuser à embêter le castor, le ragondin non plus, hein, là c'est flagrant, le castor peut aller s'opposer carrément au ragondin, mais on en reparlera. Donc, l'adulte n'a pas de prédateur vraiment, hein, mais par contre les petits ont des prédateurs et j'en reparlerai tout à l'heure. Alors, nous, le gros de notre étude, qui apporte des éléments qui n'étaient pas connus à notre connaissance, hein, donc on va bien au-delà des données scientifiques que nous avions, hein, dans la littérature scientifique qu'on arrive à trouver. Donc, on a fait beaucoup d'observations qui sont vraiment inconnues et qui posent beaucoup de questions et qui sont passionnantes. Donc, bien sûr, je ne vais pas traiter ici de toutes les questions qu'on se pose, mais je vais essayer vous verrez tout à l'heure, je vais essayer de centrer cette approche surtout à travers la régulation des ruisseaux, hein, et puis surtout la construction des barrages qui, pour moi, est sûrement pour nous le plus spectaculaire. Donc voilà un des castors aussi que nous observons, vous voyez. Donc imaginez que ces castors-là, on peut les observer des fois toute la nuit, on arrive à les suivre pendant des heures et des heures, et on arrive à rentrer dans leur intimité avec leurs petits, etc. Enfin, c'est souvent beaucoup de moments d'émotion. Alors, donc si je reprends le castor, son activité au fil des saisons, alors en fait, le castor n'hiberne pas. Donc, commençons par l'automne. Donc, l'automne, c'est vrai que on sent depuis plusieurs années quand même que l'automne, en tout cas, la chaleur dure quand même, en tout cas dans le sud, jusqu'au mois d'octobre, voire novembre. Alors, souvent, il y avait la mortalité qui était en septembre-octobre. Maintenant, on arrive à l'avoir en novembre et décembre lors des grosses crues. Donc, c'est souvent les crues de cette période, surtout dans le sud avec les pluies, les périodes de pluie sévenoles, où vous avez des ruisseaux ou des rivières où le débit et le niveau peut monter très très vite. Et vous avez des castors qui, parce qu'ils sont dans leur terrier, peuvent se faire un peu, disons, coincer, hein. Ou sinon, ils peuvent sortir. Mais alors, les gros s'en sortent, mais les petits peuvent des fois se faire emporter, coincer dans un arbre et peuvent se noyer. Donc, il y a régulièrement, on retrouve souvent l'hiver des restes de castors, hein, qui sont morts.
Donc voilà, donc ils ont une activité assez importante durant l'automne. Alors, par endroit, ils peuvent cumuler, ils ont tendance à cumuler quand même des branches vertes, soit au niveau de leur barrage, soit des fois au fond de l'eau, en mettant des pierres dessus comme garde-manger. L'hiver, alors, durant l'hiver, il y a plus beaucoup d'activités, c'est assez réduit. Ils vont manger justement les branches qu'ils trouvent au fond de l'eau, qui sont encore conservées, donc pour ronger, mais il n'y a pas grand-chose. Et donc, comme je vous l'ai dit, le castor n'hiberne pas. Et on verra d'ailleurs des photos qui vont l'illustrer. Au printemps, alors le printemps, en fait, ça commence relativement assez tôt, on va dire, c'est même plus que avant le printemps, c'est-à-dire qu'à partir de mi-février, c'est-à-dire, on peut dire, là on est quoi, le 10 mars, on va dire, ça fait à peu près un mois, on le sent en une semaine. Quand la chaleur commence à arriver, donc les arbres commencent on sent la sève qui monte, et on voit une activité du castor en une semaine, hein, qui est vraiment une activité, des arbres qui sont coupés. Voilà. Et donc, c'est la période de reproduction, au mois de février, et la naissance des petits, c'est plusieurs mois après, c'est au mois de juin en général. Voilà. Et alors, l'été, bien sûr, l'été, c'est une grosse partie de notre étude aussi. Vous avez des périodes où vous avez… en fait, il y a une telle de pression démographique du castor que le castor, surtout dans le bassin rhodanien, va se réfugier. Comme il n'y a pas beaucoup de territoire, hein. Alors, je n'ai pas dit, mais le castor est territorial. Il n'accepte pas d'autres castors sur le même territoire. Ça peut être violent. Il peut y avoir même des combats qui peuvent entraîner la mort des individus. Et donc, ils se retrouvent des fois sur des petits cours d'eau, des affluents, d'affluents, qui, bon, ben, l'hiver, il y a de l'eau, mais l'été, des fois, surtout ces derniers étés, ils peuvent rester 3, 4, 5 mois sur des cours d'eau, il n'y a pas d'eau. Et donc là, eh ben, il se passe beaucoup de choses. Et donc, nous, on étudie en particulier en ce moment un territoire où les castors se réfugient dans une grotte. Donc, je ne sais plus si je vous ai mis des photos, mais vous en verrez sur notre chaîne YouTube des castors qui sont réfugiés dans une grotte. Et donc, on est en train de mener une étude sur plusieurs mois pour voir l'évolution du comportement au fil des mois. Alors, voilà une image qui montre pour dire que ce que je raconte, des fois, je ne dis pas que des bêtises, puisque vous voyez que le castor n'hiberne pas. Là, vous voyez de la neige qui avait, donc c'était dans la nuit. Il avait neigé et vous voyez que le matin, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve bien des écorces de bois qui recouvrent cette neige. Donc, on voit d'ailleurs que l'arbre avait été rongé dans la nuit. Je crois que je n'ai pas mis une autre image, je crois que je l'avais enlevée. J'ai aussi une image où on voit ce même ruisseau que vous voyez à côté d'ailleurs, ce ruisseau qui il y a quelques années gelé sur plusieurs centimètres d'épaisseur. Et le castor, pour se déplacer, il avait fait un chemin, donc il avait cassé la glace, donc on voyait très bien, les photos sont magnifiques. On voit donc un chemin dans la glace. Et quand j'étais allé d'ailleurs en journée, c'était en plein hiver, le castor était dehors. Et il m'avait vu et il s'était caché. D'ailleurs, il s'était caché, il avait plongé, il avait cassé un peu la glace au loin. Et il croyait que je ne le voyais pas, mais je le voyais. Il sortait son nez et ses yeux et il me regardait. C'était assez intéressant. Malheureusement, je n'avais rien pour le filmer. Alors l'été, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le castor s'adapte. Donc voilà, il y a des images de l'endroit où on observe, c'est une des familles qu'on observe. Là, vous voyez à droite, alors c'est pris de loin, mais c'est une immense hutte. J'en parlais tout à l'heure de l'habitat, ils peuvent vivre dans des terriers-huttes. Et là, vous avez une hutte qui est absolument immense, hein. Elle est vue de loin, mais voilà. Donc ça, c'est la hutte apparemment où Castor vivrait une partie de l'année. Donc par exemple, en ce moment, j'étais il y a 15 jours, là, cette hutte est recouverte d'eau. Donc en hiver, là, c'est vraiment tout est sous l'eau. Voilà. Et la question se pose l'été, donc l'été, il n'y a plus d'eau, et le castor s'est réfugié dans une grotte qui n'est pas très loin. Donc voilà, c'est pour vous dire que le castor peut s'adapter l'été. Eh ben, en fait, je ne savais plus que j'avais mis une photo. Donc, vous voyez une photo de la grotte. Donc, c'est une grotte qui ne se trouve pas très, très loin. Donc là, vous voyez un étudiant qui était en train d'observer. On avait mis un piège photo. Donc, c'était pas évident, hein. Il fallait descendre dans un puits. Donc, il fallait toujours faire attention qu'il n'y ait pas le castor quand même, parce que
On veut pas être. Donc, il fallait rentrer, passer par un trou pour arriver à mettre un piège photo. Et vous voyez donc à droite, justement, quand on a mis le piège photo, vous voyez au fond, vous avez un peu d'eau. Donc le castor, alors on ne sait pas trop où il est la journée puisqu'on ne le voit pas. On sait il doit y avoir, donc on travaille avec des spéléologues d'ailleurs, qui nous ont envoyé il n'y a pas longtemps des informations très très intéressantes. Mais je ne vais pas en parler parce que bon, ça serait un peu long. Mais voilà, on pense qu'il est un peu plus loin, juste à droite, mais vous voyez qu'il y a de l'eau. Et vous voyez d'ailleurs quelques branches, hein, je pense que c'est sur le vanier, hein, comme ça de loin. Donc tous les soirs, dans la nuit, il apporte des branches et la journée, il continue à ronger un petit peu. Donc voilà, et il faut savoir que le castor, il aime bien quand il mange des branches, il aime bien les mettre d'abord dans l'eau. Donc voilà, allez voir sur la chaîne YouTube, vous verrez des images du castor qui apporte des branches, c'est assez sympathique. Alors, son milieu naturel, donc le castor est connu. Alors, c'est vrai, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais le castor, quand on parle de castor, on parle d'abord au castor canadien. D'abord, c'est plein d'images que nous avons d'Épinal de ce castor. Il est vrai que pendant des dizaines d'années, le castor avait quasiment disparu. Hein, j'en ai pas parlé tout à l'heure. En fait, le castor européen donc, existe depuis des millions d'années. On le retrouve d'ailleurs il était déjà chassé à la préhistoire. On le trouve dans des grottes. Donc, en tout cas, des restes de castor, des restes de repas de castor. Et donc, il était chassé, hein, il était chassé pour plein de raisons. Et donc, il avait quasiment disparu au début du XXe siècle. On estime qu'il en existait, donc il n'y avait pas autant de naturalistes qu'aujourd'hui, mais en Europe, il est resté juste 2 îlots de castors, un petit îlot en Allemagne avec très très peu de castors, et un îlot dans le sud de la vallée du Rhône, vers la Camargue. Et officiellement, il en restait une trentaine. Donc, vous imaginez, en France, grosso modo, en Europe, il restait quelques dizaines d'individus, donc il avait quasiment disparu. Et c'est le premier mammifère français qui a été protégé en 1909. Et sa protection a tellement bien marché que dans les années 1920, 20-25, il reconnaissait tout le bassin du Rhône et était remonté d'ailleurs en Ardèche, sur la rivière Ardèche, et même sur ses affluents dans les années 1930. Alors, le castor, donc, il vit dans le milieu aquatique. Alors, pour quelles raisons? Alors, il y en a plusieurs. Hein. On ne connaît pas toutes les raisons. Il y a des hypothèses de scientifiques et elles sont discutables. Mais les principales, c'est parce que d'abord, il se sent en sécurité. C'est son milieu, donc il est en sécurité puisque dès qu'il y a un problème, il peut plonger. Donc, il peut s'éloigner de ses prédateurs. On en reparlera tout à l'heure aussi pour construire son habitat. Son habitat, on verra tout à l'heure que l'entrée de son habitat est toujours sous l'eau, si c'est possible, donc pour se protéger aussi des prédateurs, surtout pour les petits. Et il vit dans l'eau parce que, en fait, ce qui est intéressant dans l'eau, c'est qu'autour, la ripisylve, il trouve sa nourriture, hein, donc les sols, les peupliers, les noisetiers, etc. Alors, oui, j'ai mis nécessité de maintenir sa queue dans l'eau. C'était une hypothèse qu'on trouve dans la littérature scientifique. Certains disaient aussi que c'était pour maintenir la température de son corps. Moi, j'ai fait des observations de castors en plein après-midi, l'été, se balader dans des champs de céréales, enfin, des champs de blé qui venaient d'être moissonnés. Vu la température, il devait faire au moins plus de 40 degrés au soleil. Donc, je ne sais pas. Je sais pas. Je suis perplexe par rapport à ça. Et bien sûr, voilà. Alors, dans quel endroit, je ne vais pas parler de tout, mais dans quel endroit il vit, donc soit dans des lacs, hein, ou dans des étangs. On pense bien sûr au castor canadien. Castor canadien, donc je précise, il est plus petit, hein, que celui d'Europe. Mais donc le castor, on le trouve donc seulement sur des cours d'eau où il n'y a pas trop de dénivelé, où l'eau est calme. Alors, son territoire, les longs des cours d'eau, alors on peut dire que c'est entre 100 mètres et 3 km lorsqu'il s'agit d'un ruisseau ou d'une rivière. Sur les lacs, on l'étudie aussi. On étudie en particulier, on va mener une étude au niveau de la réserve des 2 lacs qu'a créé l'ASPAS au bord du Rhône. Mais on y est déjà allé plusieurs fois, donc là c'est intéressant d'ailleurs, mais je ne vais pas trop dire encore puisqu'on n'a pas fini l'étude. Donc voilà, nous on observe des fois, vous avez justement des territoires qui sont des fois sur des petits ruisseaux.
Et la partie la plus en aval, des fois, c'est des zones qui sont asséchées une grande partie de l'été. Et vous voyez le castor qui peut vivre sur à peine une centaine de mètres de longueur, et il y vit, et il y vit bien. Enfin, on voit qu'ils sont en bonne santé. On sait que ces castors délimitent leur territoire aux extrémités et déposent une substance odorante, la castoreum, qui est connue. Donc voilà, ça, je crois qu'il n'y a pas de vidéo. Je crois que sur la vidéo, on ne le voit pas. Donc là aussi, on a pas mal de vidéos lorsque le castor marque son territoire. Donc, en général, c'est souvent la femelle d'ailleurs qui marque le territoire, avec ses pattes, qui regroupe un tas de terre, et dessus, elle marque, donc elle met sa substance, son odeur. Donc voilà, il peut y avoir plusieurs habitats. Donc ça, bon, c'est ce qu'on lit sur la littérature. Alors nous, ce qu'on observe, en fait, dans tous les cours d'eau qu'on observe, sauf dans le cas où justement il y a le territoire dont je parlais tout à l'heure, où c'était complètement asséché. Donc le castor quitte son terrier-hutte pour aller vivre dans une grotte. Sinon, nous, ce qu'on observe, c'est que le castor, il vit seulement dans un terrier. Et il ne bouge pas. Alors, ça peut changer tous les 1 an ou 2 ans, il peut changer d'endroit, mais quand il est en endroit, il y reste quand même plusieurs années. Par contre, ce qu'on observe, c'est que sur chaque plan d'eau, il creuse des terriers. Donc, moi, je l'ai vu creuser des terriers, commencer pour la première fois un terrier. C'est des terriers qui sont assez grands. Il semble que ce soit des terriers de protection. D'ailleurs, dès qu'ils nous voient, c'est la première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont ils se réfugient dans ces terriers, mais ce ne sont pas des terriers d'habitat. Donc voilà, nous, on étudie, donc on étudie pas mal de choses. On étudie donc la dynamique des populations, le nombre d'individus, des effectifs, et la dynamique des territoires. Donc vous voyez par exemple, bon, ce sont des schémas qu'on a fait assez simples, hein. Vous voyez par exemple sur ce cours d'eau, vous voyez là c'était en 2015, vous voyez il y avait 2 territoires de castors. Donc le territoire 1, vous voyez en 2016, donc à peu près 1 an après. Alors c'est pas les mêmes couleurs, hein. Là c'est le territoire 1, là il devient violet. Vous voyez qu'il a été vraiment agrandi. Donc là, il y a une histoire pourquoi il s'agrandit, mais enfin, je ne veux pas trop en parler. Mais en tout cas, vous voyez, il a été au moins triplé à sa longueur. Et aujourd'hui, c'est encore plus loin, hein, puisque, on va dire, ce territoire, il arrive, si je prolonge, il arrive jusqu'ici à peu près. Voilà. Et vous avez une évolution. Par exemple, en aval, ici, il n'y avait pas de territoire. Là, c'est un jeune couple qui s'est installé. C'est la première fois. Hein, c'est un jeune couple qui a 3 ans qui s'est installé. Donc là, c'était très intéressant puisque c'est une famille qu'on étudie depuis. Et là, vous voyez, vous aviez donc ce territoire de castor. Là aussi, ça a grandi. Puis depuis, lors d'une inondation, il a disparu. Mais depuis, il y en a d'autres. Voilà, donc là, je vais aller assez vite, hein. Voilà, on répertorie en particulier la longueur, le nombre d'individus, etc. Mais je vais essayer d'accélérer parce que je vais être trop long. Là aussi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a observé sur une quarantaine de kilomètres de cours d'eau le nombre d'individus, etc. Donc voilà, là, je passe tout ça puisque c'est pas. Voilà. Alors, ce qui va m'intéresser et qui, à mon avis, le plus intéressant, en tout cas pour le grand public et même pour les naturalistes, c'est la construction de barrages. Alors ça, c'est quand même assez spectaculaire. Et finalement, on s'aperçoit que ce n'était pas trop étudié. On avait beaucoup de dessins dans les thèses et tout ça. On trouve des dessins. Nous, ce qui est bien, c'est qu'on les observe construire. On observe le début de construction d'un barrage. On observe vraiment. Voilà, on a fait une étude vraiment approfondie dessus. Et en fait, alors pourquoi les castors construisent des barrages? Parce qu'ils ont besoin on va dire, de plans d'eau pour se déplacer facilement et après avec une profondeur d'une 30aine de centimètres minimum. Donc, ils ont tendance à faire donc, des barrages. Alors, ils vont faire autant de barrages si c'est un petit ruisseau. Alors, sur un fleuve comme le Rhône, sur un étang, sur un lac, ils n'ont pas besoin de faire de barrages, ils n'en feront pas. Par contre, dès que vous avez des cours d'eau plus petits, là, ils vont faire des barrages qui peuvent être assez impressionnants. Et ils vont construire, donc, comme je vous disais, autant de barrages que nécessaire. Et alors, le dernier point là qu'il y a sur cette diapo, c'est que, et ça c'est fondamental, j'y reviendrai tout à l'heure, la construction de barrages permet une transformation totale vraiment du biotope et du ruisseau. Je vais vous montrer des images.
Alors voilà par exemple, je ne sais pas si vous voyez, alors avec ma souris, je ne sais pas si vous voyez la souris, mais là vous avez un barrage, et au fond vous avez un barrage. Alors il faut savoir que par exemple ce ruisseau est un petit ruisseau, d'ailleurs son nom ça s'appelle le Vébron. C'est un nom dérivé de Bièvre, Bièvre qui veut dire castor. Donc vous voyez que ça donnait aussi le castor a donné le nom à des lieux, il y a des cours d'eau. Donc ça, c'est un petit cours d'eau qui est alimenté par une source occlusienne. Donc il y a, on va dire, son lit, il ferait quoi, même pas 2 mètres de largeur. Et avec la construction de barrages, il arrive à transformer ces cours d'eau en de véritables piscines olympiques, j'appelle ça quasiment, avec des profondeurs qui font jusqu'à 2-3 mètres, des largeurs entre 10 et 15 mètres, et vous avez des fois des plans d'eau qui font jusqu'à une centaine de mètres. Et donc, et alors, ce qui est intéressant par exemple, sur ces ruisseaux, là, lorsqu'on est proche des sources, c'est de l'eau qui sort de roches calcaires, donc c'est de l'eau qui est riche en calcaire. Et quand l'eau passe sur ces barrages, il y a un dépôt calcaire, et en quelques années, vous pouvez avoir ces barrages qui se transforment en tuf, en travertin plutôt. Donc, je vais vous montrer plusieurs barrages. Donc, alors le castor, là aussi, hein, je pourrais vous faire des conférences de plusieurs heures juste sur les barrages. Je vais essayer d'être rapide. Donc, il va être opportuniste. Soit le castor va, par exemple, ce qu'il fait très souvent, c'est-à-dire qu'il y a un petit plan d'eau, et il décide à partir de là de se dire, tiens, je vais me servir de ce petit plan d'eau pour rehausser, pour en faire un grand plan d'eau. Il peut être complètement opportuniste, c'est le cas ici, là on le voit bien. Donc là, vous voyez, il y a 2 arbres, hein, il y a 2 arbres qui sont de part et d'autre du lit naturel. Et là, il s'est dit, alors je ne connais pas l'origine, peut-être qu'il y avait un tronc qui s'est bloqué peut-être lors d'une inondation. Dans ces 2 arbres, ça arrive souvent, hein. Il peut se servir souvent de ces troncs qui sont bloqués pour construire un barrage. Mais là, vous voyez qu'il a construit un barrage d'une hauteur déjà assez importante. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut faire des barrages alors, sur un même territoire, il peut faire, nous, on compte jusqu'à plus d'une vingtaine de barrages, hein, sur un territoire, sachant que ces barrages peuvent être détruits lors des inondations, donc il est obligé de tout faire. Donc, ce que je vous disais qui est intéressant, c'est que s'il a une vingtaine de barrages construits, il peut avoir 20 barrages de construction très différentes, d'architecture très différente. Là, on en voit, hein, par exemple, ici, c'est sur le même cours d'eau. Là, vous voyez un barrage avec l'accumulation de bois. Là, vous avez le début de construction de barrage. Là, c'est un barrage vu de dessus. Là, c'est un petit barrage provisoire. Voilà. Et des fois, il fait des petits barrages. Alors, vous avez des barrages principaux. Et entre les deux, ils font des fois, ils regroupent un petit peu des branches pour retenir un petit peu l'eau. Bon, celui-là, il n'est jamais allé plus haut, par exemple. Il reste à cette hauteur. Vous pouvez d'ailleurs commencer à voir qu'il y a des pierres dessous, mais on va en parler après tout à l'heure. Ce barrage est intéressant. Alors, c'est un affluent d'affluent d'affluent. Donc, il faut savoir que s'il n'y avait pas de barrage de castor l'été, ce barrage est complètement à sec. Et grâce à la présence de barrages, vous avez tout le temps de l'eau. Même quand il n'y a plus d'alimentation d'eau, l'eau, elle continue à rester. Il faut savoir d'ailleurs que l'intérêt écologique des barrages, un des intérêts qui est important, ça a été étudié par des scientifiques canadiens qui ont montré que les barrages permettaient d'augmenter de façon assez conséquente l'alimentation des nappes phréatiques. Alors voilà, donc ce que je vous disais, c'est que les castors, ils se servent donc ils sont opportunistes. Donc là, vous voyez, par exemple, vous voyez un petit rocher qui dépasse. Voilà. Alors, ce petit rocher, ils se disent, tiens, ça serait peut-être intéressant de l'utiliser pour prendre appui. Donc, voilà, donc, ils vont commencer à mettre des petites branches. Alors, en général, les premières branches, souvent, ils mettent dans le sens du courant. Comme ça, ce n'est pas emporté. Et puis, petit à petit, ils vont commencer à accumuler. Là, vous voyez des pierres, je reviendrai dessus. Et puis, ils vont mettre, pour soutenir le barrage, ils vont toujours mettre des branches en aval, avec la fourche que vous verrez toujours, hein, chaque fois, la fourche est toujours dirigée vers le barrage. Et pour tenir donc cet appui, hein, ces branches, ils vont essayer
de trouver, de prendre appui pour ces branches sur un côté, enfin où ils peuvent, où ça va prendre, où ça va tenir. Alors là, on le voit bien alors c'est pas le hasard, hein, c'est pas, il faut pas croire que c'est le hasard, on l'observe tout le temps. Là, par exemple, ils ont dit, tiens, ils sont allés chercher, et d'après nos observations, on a l'impression que c'est volontaire, qu'ils vont chercher chaque fois une branche de la longueur voulue. Ou en tout cas, vous avez vu qu'il la régule, hein, pour que le bout arrive sur un rocher qui permet de prendre appui. Des fois, les rochers sont sur le côté, donc ils vont tourner la branche pour le prendre appui sur le côté. Et ils vont essayer chaque fois de coincer, si c'est possible, une branche dans un rocher. Là, c'est un gros plan sur des pierres qu'ils mettent dessus. Voilà, encore des pierres, mais je reviendrai sur les pierres après. Donc je vais aller assez vite parce que le temps passe vite. Voilà, ça c'est voilà, là c'était plutôt un petit clin d'œil. Là, vous voyez, juste un petit endroit où l'eau coulait, donc ils ont décidé de mettre quelques branches et quelques pierres. Alors, ce qui est intéressant pour les pierres, voilà un des premiers barrages que j'avais observé qui était fait en pierre. Et la première fois que j'avais observé ça, j'ai cru que c'était des enfants qui avaient fait ça, tellement c'était bien fait. Vu de dessus, c'était aligné au cordeau, hein, il n'y avait pas de. Voilà. Donc, vous avez deux étages. Alors, je ne sais pas si on le voit bien, il y a deux étages. Donc, vous avez déjà un premier étage de pierres qui ont été placés. Et dessus, ils ont mis un deuxième étage dessus. Donc, voilà, c'est eux qui portent ces pierres. Et alors pourquoi ils mettent toutes ces branches? Parce qu'en fait, alors, c'est là où j'ai compris que ce n'était pas des enfants qui ont fait ça, c'est que si vous regardez, vous voyez où pouvait passer l'eau. Ils mettent soit de la vase, soit de la terre, ou soit des branches. Voilà. Donc c'est volontaire, hein, ils mettent. Et là, voilà, vous voyez, ils ont mis. Voilà, ils ont mis cette branche qui permet de soutenir toutes ces pierres, voilà, parce qu'il y a un peu de courant, etc. Alors, je vais vous montrer tout de même un autre barrage. Il y en a encore un autre. Voilà un autre barrage. Bon, la photo est un peu floue. Je vais vous en montrer encore un autre. Voilà, alors ça, c'est le plus beau barrage qu'on ait pris en photo, qui nous pose quand même, c'est pas la première fois qu'on voit des barrages avec des pierres comme ça, mais là, il nous pose quand même des questions. C'est comment peut-il transporter ce genre de pierres? Alors ça, c'est une énigme. Sur les centaines et des centaines d'heures d'observation, moi, j'ai vu transporter des pierres assez souvent, mais jamais des grosses. Vous voyez, si vous regardez celle d'en bas, elle est quand même considérable. Et puis, bon, voilà, c'est incroyable. Je pense qu'à 3 ou 4 êtres humains, on mettrait quand même, je pense, pas de la journée pour faire, pour construire ce genre de barrage. C'est exactement, enfin, c'est assez considérable. Donc, la question se pose, comment il arrive à transporter? Alors, bien sûr, ça serait très sympathique, hein. On a toujours pu rêver d'imaginer deux castors qui portent une pierre. Bon, ça aurait été sympa pour la photo. Mais en tout cas, bon, on ne sait pas. On ne sait pas du tout comment il peut transporter ces pierres, surtout qu'il a des pattes de devant. Si vous voulez, elles peuvent pas trop. Elles sont assez. L'amplitude de leurs pattes ne permet pas de tenir de part et d'autre une grosse pierre comme ça. Et il peut les soulever, les pousser, mais bon, c'est quand même assez impressionnant. Là, c'est intéressant, c'est quelque chose qui n'est pas non plus très connu dans la littérature scientifique, pas ma connaissance, et on l'a observé plusieurs fois, c'est en période estivale. Vous avez dans les cours d'eau, il y a moins d'eau. Et donc, quand il passe, alors il est court sur pattes, hein, donc quand il ne peut pas nager, qu'il ne peut pas aller sous l'eau, il n'est pas très content. Donc, quand il en a marre de racler le sol, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez, il prend les pierres et il les met toutes de part et d'autre. Donc, il se crée un chemin. Et ça arrive, on le voit assez clairement, assez constant, hein. La première fois, j'avais un gros doute, hein, je ne voulais pas croire que c'était le castor. Et en fait, si, c'est le castor qui fait ça. Donc ça, c'est quand même assez intéressant de voir ce qu'il arrive à transformer. Là, c'est intéressant aussi, vous voyez cette pierre là qui est quand même d'une dimension assez intéressante. Là aussi, comment il est arrivé, parce qu'il va chercher quand même les pierres à plusieurs dizaines de mètres, hein, donc c'est quand même intéressant. Et donc là, alors, je suis dans tout ce que je vais dire, je vais être quand même prudent puisque c'est une seule observation. Donc bon, ça peut être aussi le hasard. Donc c'est une pierre qui plate, hein, c'est du calcaire, hein, c'est du valangínien, c'est du calcaire du valangínien. Donc c'est une pierre assez plate. Bon, il a porté là, et puis bon, en aval, s'il a positionné en aval du barrage, comme elle est plate, elle n'a aucun intérêt, donc elle ne soutient rien du tout. Et donc ce qu'on observe, alors, je répète, hein, il faut être prudent puisque c'est une seule observation, mais on voit, vous le voyez ici, là, vous voyez qu'il y a une pierre dessous, un galet,
et il a mis le galet et il a monté la pierre dessus, comme ça elle est inclinée et elle tient le barrage. On voit bien hein, que la pierre. Alors, bien sûr, on a l'impression que c'est vraiment volontaire. Bon, voilà. Donc, j'aime bien cette photo. Je reste prudent, bien sûr. Il ne faut jamais être, en tant que scientifique, il ne faut jamais être de généraliser quelque chose, mais ça interpelle parce que vu toutes les observations qu'on peut faire sur les barrages, on peut supposer quand même que c'est volontaire. Donc voilà des barrages très différents. Donc je vais essayer d'accélérer aussi pour ne pas être trop long. Voilà ce que je vous disais des barrages qui se transforment en tuf. Donc c'est un phénomène de tuf, après ça fait des travertins. Donc on voit encore d'ailleurs au fond, hein, vous voyez encore des branches du barrage initial qui sont restées. Donc si les barrages ne sont pas emportés par les crues, petit à petit le calcaire qui se dépose, au fur et à mesure, ça devient de la roche. Et donc ça veut dire que ils ont des barrages, des vraies constructions, et ça peut durer donc des décennies. C'est des barrages qu'ils arrangent malgré tout, hein. On va voir peut-être des photos encore. Non, on en verra tout à l'heure. Donc, je vais vous montrer quelques exemples de construction. Je vais essayer aussi d'être rapide parce que je suis trop long. Donc là, vous allez voir, donc ça, c'est un des principaux barrages qu'ils font sur un territoire. Donc, vous voyez, là, il y a un peu des branches. Donc, il y a des pierres dessous, je ne sais pas si vous voyez. Il y a des branches un peu mises un peu dans tous les sens. Et vous voyez, vous allez voir à travers quelques diapos ils vont arranger tout ça, hein. Donc, voilà, deuxième diapo. Vous voyez que là, déjà, c'est beaucoup plus organisé. On voit l'organisation, donc on est parti d'un amas de branches à une organisation vraiment, hein, et vous voyez ces branches, cette architecture, hein, comme pour un toit, avec des grandes branches qui positionnent en aval. Donc voilà l'évolution du barrage. Encore l'évolution du barrage, on voit bien petit à petit la construction et comment ils continuent à rajouter. Alors, on ne les voit pas trop, mais ils aiment bien rajouter régulièrement des pierres dessus pour tasser. À l'intérieur, donc ça, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'à l'intérieur, en amont du barrage, souvent régulièrement, il va aller sous l'eau. Avec ses deux pattes de devant, il va faire un peu comme le chasse-neige, hein. Il va pousser la vase et la terre vers le barrage. Il essaie de colmater à l'intérieur. Il place des pierres dessus. Et vous voyez, il continue à monter le barrage. Et voilà ce barrage qui était fini, bon, qui a malheureusement été emporté assez régulièrement. Mais voilà, c'est un barrage qui est quand même assez impressionnant. Donc voilà ce que je vous ai dit, hein, voilà, le barrage, dès qu'il y a des crues, il est emporté. C'est ce barrage qui était emporté. Et vous allez voir que, en fait, voilà, ce barrage qui a été emporté en une nuit, ceux qu'ils en ont fait, ils l'ont colmaté. Ouais, ça, c'est en une nuit, hein. C'est pas, voilà, on va dire, on pense en 3-4 heures, ils sont arrivés à faire ça. Donc, vous imaginez la quantité de branches qu'il faut aller couper pour colmater tout ça. Voilà un exemple qui est intéressant. Donc, je ne pourrais pas parler de tout, certainement, mais voilà des branches une construction de barrage de pierre. Donc, je ne sais pas si vous voyez des pierres. Alors, la photo, il y a un reflet, mais vous voyez les pierres au fond de l'eau, hein. Donc, ce qu'on a compris en prenant des photos, c'est qu'ils déplaçaient les pierres au fond de l'eau. Bon, ça, donc ils doivent les pousser. Et vous allez voir la photo suivante, ça va aussi refléter, mais vous allez voir tout de même que ces pierres-là, elles vont se regrouper. On les voit bien. Vous voyez où elles sont regroupées. Donc, là, je m'étais mis dans l'axe, hein. Donc, vous voyez qu'il construit des barrages toujours vraiment perpendiculairement au cours d'eau. Et là, il commence à amasser des branches. Voilà une autre façon de faire des barrages. Ça, c'est une fois, j'ai vu ça, s'il y avait un plan d'eau. Il a commencé à faire un petit radeau. Pendant plusieurs jours, il a amassé des branches au milieu du plan d'eau. Il a fait un radeau. Et puis un jour, il a décidé, une nuit, il a poussé ce radeau. Il a mis ici. Et dessus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une grosse branche pour dire, tiens, là, je vais faire mon barrage. Voilà. Donc ça, j'ai vu qu'une fois. Là, vous allez voir aussi une construction de barrage. Ça, c'est dans le Gard. C'est un affluent de la 16. Donc, vous allez regarder, vous allez voir la construction du barrage. Donc, vous voyez la vue de dessus. Voilà. Et vous allez voir la transformation rapide. Donc là, on ne voit pas trop. Là, je ne sais plus. Là, vous avez peut-être un amas de branches. Et voilà, lorsque le barrage est terminé. Donc, vous voyez, c'est impressionnant. Pour le clin d'œil, d'ailleurs, vous voyez que ça crée des piscines pour les êtres humains. Voilà, vu le barrage d'en bas. Donc, vous voyez que c'est quand même des barrages qui sont impressionnants.
Je refais aussi sur un barrage réparé après une crue. Donc, soit les barrages sont emportés, soit les barrages sont endommagés. Et là, c'est le cas. Donc, c'est le même barrage que tout à l'heure, au même emplacement. Ce qu'il faut savoir, c'est que même quand ils sont emportés, les castors refont toujours le barrage au même endroit. Donc là, on commence à voir que donc la crue est importante. Vous voyez que le barrage y tient, malgré la force du courant. Et là, on voit qu'il y a une faille. Là, on voit qu'il a été endommagé. Et vous allez voir ce que fait le castor. C'est quand même assez impressionnant. Il est allé chercher des branches. On va le voir sur notre photo, je pense qu'on le voit mieux. Voilà. Il est allé chercher des branches. Et à l'endroit où il y avait une fragilité, il prend des grandes branches très longues, vous avez vu, qu'il va entreposer. Et à partir de là, ça fait à partir de là, il va prendre support sur ces branches. Et là, il va commencer à mettre des branches dans le sens perpendiculaire pour réparer son barrage. Là, c'est un barrage qui est intéressant parce que c'est le même barrage de tout à l'heure, où il y avait la pierre, que je vous avais parlé, la pierre plate, et donc il avait consolidé son barrage. Alors, de temps en temps, il fait des barrages lorsque le barrage est emporté, enfin, lorsque le barrage est emporté trop régulièrement, il peut faire le barrage de façon un peu parabolique. Là, on le voit bien parce que le castor a compris que quand on le faisait dans ce courbé comme ça, il résiste mieux au courant. Voilà, là, c'est des gros plans. Voilà, c'est un autre exemple, mais je vais aller plus vite, sinon je n'aurai pas le temps de trop parler. Voilà, juste, c'est intéressant, ça c'est un barrage en tuf qui s'était transformé, mais malgré tout, il voulait rehausser ce barrage, donc qu'est-ce qu'il fait? Il met des branches dessus avec des pierres. On va voir sûrement voilà, vous voyez des pierres qui sont mises dessus. Il faut vraiment que j'accélère parce que je suis trop long. Et vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que donc, là, il y a le barrage en tuf. Il a rajouté des pierres, mais pour que ça tienne, il va mettre des branches en aval avec toujours, vous voyez bien, toujours la fourche qui se trouve volontairement du bon côté. Alors, des observations comme ça, je pourrais vous en donner des dizaines, mais j'ai vraiment pas le temps. Voilà des petites photos de barrage du couple, enfin d'un couple de castors. Là, c'est un castor qui apporte un espèce de tronc pour réparer le barrage. Là, il est en train de le mettre. C'est un barrage qui avait été endommagé. Donc, vous voyez l'intérêt écologique des barrages, je vous en ai parlé tout à l'heure, ces créations de zones humides, c'est passionnant. Donc, par exemple, on sait que la loutre, sur ces ruisseaux, elle vient parce qu'il y a des plans d'eau. On voit le héron cendré, la genette. Il y a des râles d'eau qui sont installés sur des endroits où les râles d'eau n'étaient pas connus, etc. Donc, on sait que ça maintient en eau, donc ce que je disais tout à l'heure, les ruisseaux en période de sécheresse. Donc, il y a de l'eau même s'il n'y a plus d'eau qui coule. L'alimentation des nappes phréatiques. Et les castors font aussi barrage aux incendies. Je crois que j'ai mis une photo, voilà, c'est ça, c'est une photo, un article qui est paru il y a quelques mois. Donc, on voit bien, là, c'est aux États-Unis. Vous voyez bien que tout a été ravagé, sauf cette zone ici. Qui est inondée par des barrages de castors, on le voit bien, et donc tous les animaux sont réfugiés donc, sur cette zone. Bon, après, vous allez me dire, d'accord, mais après, pour survivre, je ne sais pas comment ils vont faire à moyen terme. Alors, le castor, donc je suis trop long, donc je vais peut-être aller très très vite et pour montrer la vidéo. Donc, l'habitat, ils vivent soit dans des terriers ou des terriers-huttes. Donc voilà un terrier-hutte par exemple. Il faut savoir que donc ils ont besoin l'entrée est toujours sous l'eau. Donc soit ils font juste un terrier dans la berge, donc ils creusent sous l'eau et puis ils font un terrier. Et pour d'autres raisons que je ne vais pas expliquer, donc ils peuvent faire soit des huttes. Alors c'est plutôt au Canada qu'ils font des huttes, mais ils peuvent en faire en France, ou sinon des terriers-huttes, c'est-à-dire qu'ils, là aussi je pourrais en parler pendant longtemps, mais grosso modo ils mettent des branches. Et à l'intérieur, il y a l'entrée du terrier et ça continue. Alors, cette hutte est intéressante, ce terrier hutte, parce que, on ne le voit pas parce que c'est de loin, mais je vais vous montrer notre photo. Là, on le voit bien. La quantité de branches là-dessus, il doit y avoir un semi-remorque de branches. En fait, si c'était vu de dessus, il y a un foyer à peu près, on va dire, il y a un point, et à partir de là, il positionne les branches. D'ailleurs, vous voyez qu'elles ne sont pas mises n'importe comment, elles sont toujours dans le même sens. Et il y a autant de branches sous l'eau que sur l'eau. C'est assez considérable. Je pense que nous, on aurait sûrement plusieurs jours pour faire ça. On se demande comment ils font ça. Et c'est des huttes qui résistent même à des crues assez considérables. Donc, je vais arrêter de trop parler. Donc, vous voyez là rapidement aussi une coupe alors c'est une coupe assez naïve, qui est faite par un archéologue à qui je travaille, mais un paléontologue. Donc vous voyez le terrier-hutte, donc les branches qui couvrent, qui protègent l'entrée. Là vous avez une salle et en général vous avez plusieurs autres salles où il y a des chambres pour dormir.
L'alimentation, donc là aussi, va être très rapide, donc c'est un rongeur. Hein, voilà. Couper donc les branches de deux façons, hein, soit en biseau, soit en sablier. Donc quand c'est gros, c'est plutôt, donc il coupe autour, sinon c'est en biseau. Il peut couper des gros arbres, comme vous le voyez hein, régulièrement. Donc vous comprenez que quasiment toutes les photos, je pourrais commenter pendant 10 minutes. L'attitude de défense face à un danger, là, on le voit bien. Là, alors le castor est à la fois aussi, il fuit le danger et il est curieux. Donc là, on voit très bien ce comportement là. Là, c'est que j'étais en face, je venais d'arriver, donc il avait entendu, je ne savais pas qu'il était là. Donc ça, il le fait souvent. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se met en position en face et là, vous voyez bien qu'il me regarde, il observe qu'est-ce que je fais. Et sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va claquer la queue. Donc là on ne le voit pas trop. C'est une photo, il claque la queue. Ça, c'est pour me faire partir. Et donc, j'étudie plusieurs familles, dont une famille en particulier. Donc, je vais aller très, très vite pour passer la vidéo. Donc, c'est cette famille que j'étudie depuis 10 ans. Et donc, c'est toujours les mêmes. Donc, ça fait plus de 10 ans que j'observe ce couple. Hein. Donc, ce couple était déjà assez âgé quand je l'ai vu. Donc, on peut dire qu'ils ont sûrement ils ont au moins une quinzaine d'années. Ce couple a au moins une quinzaine d'années. Donc, vous voyez leur territoire. Donc, ils sont réfugiés sur un tout petit ruisseau. Donc voilà comment donc vous voyez, donc ils ont, alors je peux le montrer parce qu'ils ont changé d'endroit. Hein. Là, ils ont un terrier, là, ils ont transformé un ruisseau vraiment tout petit, et le barrage, c'est celui-ci là. Et grâce à ça, ils ont transformé, il y a une centaine de mètres de plan d'eau avec une profondeur assez importante. Il y a une roselière là qui s'est créée. Là-dedans, c'est là où il y a des râles d'eau qui se sont installés d'ailleurs. Voilà, donc je vais vous montrer quelques photos de castors. Voilà, ça je vais vous. Voilà. Donc on étudie chaque année la dynamique des populations avec les naissances, etc., les petits. Donc voilà, là vous voyez la femelle qui attend ses petits. Hein, on voit bien, là elle se nettoie. Donc souvent le castor, il peut se nettoyer, il peut se mettre debout, un peu comme un petit ours, et puis il fait sa toilette. Là on le voit bien. Voilà, là elle est en train de se nettoyer aussi. Là c'est un castor, ça c'est la femelle avec deux petits au niveau d'un barrage. Là c'est un petit d'un an. Là, vous avez un castor qui a 1 an avec un petit qui a quelques mois à côté. Là, alors, elle est floue, c'est la seule photo où on les voit tous ensemble. Enfin, il y a une femelle avec 3 jeunes petits qui sont juste à côté là. Donc voilà, donc sur les vidéos, enfin, si vous regardez après en replay, vous verrez, vous pourrez faire une pause pour voir un petit peu l'évolution. Là, vous voyez un jeune petit, donc celui-là, il est jeune, on va dire, il a 1 mois et demi à peu près. Vous voyez comme il est petit, je ne sais pas si vous voyez la pierre à côté, il est tout petit. Malheureusement, on sentait, alors lui, tristement, il était tout seul. Donc, c'est pas, en général, c'est mauvais signe qu'il est tout seul. Et donc, il n'y en a qu'un qui est né. Et on voyait qu'il était un peu chétif, il n'était pas très gros. Et malheureusement, il n'a pas survécu l'hiver suivant. Et ça arrive malheureusement très souvent. Voilà, donc là, vous voyez ce petit castor là qui est tout mignon et qui malheureusement, on voyait que je trouvais qu'à l'automne, il n'était pas très gros et on s'est dit, il ne va pas passer l'hiver. Il n'a pas passé l'hiver. Voilà, donc voilà, je vais aller vite pour montrer la vidéo et pour qu'il y ait des questions. Voilà. Donc la vidéo, donc c'est réalisé par Annick Langeret. Donc il faut savoir qu'on est en train de préparer un film documentaire. Donc il fera à peu près 45 minutes. Du coup, je me demandais comment vous délimitiez les territoires Alors, c'est pas, du castor. c'est pas toujours évident. Alors, en fait, pour délimiter les territoires, quand on lit la littérature scientifique, ils disent qu'il y a au moins 20, 30 mètres, voire plus, entre deux territoires. Il se trouve que sur les ruisseaux qu'on observe, alors vous allez voir que c'est assez compliqué en fait, parce que sur les ruisseaux qu'on observe, il n'y a pas il n'y a pas d'écart entre deux territoires, et même on observe, et les deux familles que j'étudie partagent à la limite le même plan d'eau. Donc ils ont le même plan d'eau. Et même pour aller plus loin, pour aller au-delà de ce qu'on lit sur la littérature scientifique, on observe régulièrement, surtout en période de reproduction, c'est assez étonnant, des castors de la famille qui se trouvent en amont, qui va sur les territoires qui se trouvent en aval, et on les voit même des fois ensemble. Bon, ce qui est en dehors de tout ce qu'on nous dit dans la littérature Mhm. scientifique. Alors,
ici, donc là, on sait, sinon, sur ces deux territoires, qu'il y a bien une limite, puisque nous, on les observe marquer leur territoire. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et sinon, de façon générale, il y a une limite et on ne les voit jamais, chaque famille ne dépasse pas cette limite. Donc en général, sauf en période particulière. Sinon, lorsqu'on a observé sur 40 km, alors quand c'est des rivières, c'est qu'il peut y avoir, un écart entre deux territoires. On le sent, c'est-à-dire qu'on voit régulièrement des choses coupées, une activité de castor. Après, pendant plusieurs dizaines de mètres, on ne voit plus rien. Des fois, c'est 50 mètres, des fois, c'est 100 mètres. Il n'y a plus rien. Donc là, il n'y a pas de, voilà, là, il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas photo. Hein, c'est sûr qu'il n'y a pas d'activité du castor. Et après, il y a de nouveau une activité du castor. Et là, en général, on approfondit ça quand on trouve les habitats. Donc, si on trouve les habitats, on sait bien qu'on a deux territoires différents, et là, on arrive à déterminer en effet la limite. Alors, souvent, là aussi, moi, tous les gens qui ont travaillé sur les castors, ils disent que le castoreum, ça a une odeur très forte qu'on sent sans problème. Je peux vous dire qu'avec tous les étudiants avec qui j'ai travaillé, quand on sait où le castor marque son territoire, quand on va mettre le nez dessus, moi, je ne sens rien. Et les étudiants non plus. Donc, je ne sais pas, parce que c'est des castors particuliers, je ne sais pas, mais donc voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a. Et puis, quand on a l'habitude, on arrive à sentir. Voilà. C'est entre des territoires, on le sent. Parce que quand on s'éloigne quand même du terrier, plus on s'éloigne du terrier, moins il y a d'activité quand même. Donc, à un moment, on sent qu'il y a une période où on sent que, même s'il y a une continuité entre deux territoires, ça peut arriver, on sent quand même qu'en général, il y a quelque chose entre les deux. Après c'est difficile, hein, sinon, il n'y a pas d'indice particulier, sauf les castoreums qui sont posés, mais que moi, réellement, je n'arrive pas à observer. Vraiment, ce n'est pas flagrant. Voilà, voilà Ok, pour merci beaucoup. de rien. Bonjour. Déjà, c'était Bonjour. très intéressant, votre présentation, c'était vraiment cool. Du coup, moi, j'avais trois questions. Premièrement, moi, l'été dernier, j'étais près de Chassezac, et Oui. j'ai vu un castor mort sur les berges, c'était en plein été. Et du Oui. coup, je voulais savoir si la mortalité en été, c'était quelque chose qui était souvent observé ou pas. Alors, ça, c'est un castor qui vous avez trouvé mort. Il était mort depuis un petit moment, non? Oui, Voilà, dans les gorges du Chassezac. oui, Oui, non, mais on sait, on l'a vu, hein, donc on sait. En général, c'est des castors qui sont morts lorsqu'il y a des inondations. En général, c'est ça. Donc, d'accord. bien sûr, ils peuvent mourir en dehors, hein, mais en général, c'est pendant les inondations qu'il y a vraiment la mortalité importante des castors. Surtout s'il y a des grosses crues dans les gorges, les castors où ils se réfugient, des fois ils ont du mal à se réfugier si l'eau monte trop vite et ils se font emporter. Alors ils nagent très bien, hein, malgré, moi je les ai vus vraiment nager très bien, mais ils peuvent se faire emporter et coincer dans un arbre et ils ne peuvent plus sortir et c'est ce qui arrive. Dans les gorges d'Ardèche, il y a beaucoup pareil, de castors qui meurent. Après le castor, bon, il meurt aussi de sa belle mort, hein, mais alors, voilà, par exemple, pour vous dire une information, je vous ai parlé d'une grotte où il y avait le castor qui vivait. Et donc, je travaille avec le comité spéléologique du département qui m'a annoncé il y a quelques jours que, en fait, ils avaient observé dans cette grotte plusieurs cadavres de castor, alors que le castor y était aussi. C'est d'ailleurs assez étonnant qu'un castor arrive dans une grotte avec l'odeur que ça doit, puis des questions d'hygiène. Ça aussi, ça nous interpelle donc à se renseigner. Euh, donc là pour ma première réponse à la première question. Du coup, j'avais deux autres questions. Donc la deuxième, c'était par rapport à la construction des barrages. Donc, du coup, c'était plutôt un phénomène qui était, donc, s'il y avait un apprentissage des adultes vers les enfants, est-ce que c'est quelque chose qui est partiellement inné ou est-ce que c'est quelque chose qui est quand même transmis via des leçons de construction? Est-ce qu'il y a vraiment une transmission active du parent vers l'enfant? Ou alors, est-ce que c'est l'enfant qui apprend par apprentissage, entre guillemets, en regardant et en observant? Ça, c'est une question qui est passionnante, hein. Forcément, c'est une question que. Alors, je vais vous apporter les éléments de réponse, des éléments de réponse hein, qui sont plein de réponses. Mais c'est une question que je me suis posée, surtout quand on a su qu'il restait une trentaine de castors au début du XXe siècle dans le sud de la vallée du Rhône. Donc, bien sûr, on peut penser qu'il en restait ailleurs quelques-uns. Hein. Bon, il est probable qu'il en restait peut-être quelques-uns ailleurs en France, mais et là, je me suis dit, mais quand le castor de proche en proche, il a remonté le Rhône, hein, les familles petit à petit, et à des moments, celui qui vivait que dans le Rhône, il n'a pas besoin de faire des barrages.
Et je me suis dit, mais alors les petits, les petits qui sont issus de ces familles, à un moment, est-ce que de façon justement innée, est-ce qu'ils font des barrages ou non? Voilà, c'est une question que je me suis posée, c'est difficile d'y répondre, etc. Et surtout quand ils remontent sur l'Ardèche, c'est pareil. Par exemple, sur la rivière Ardèche, avant d'arriver sur les ruisseaux que j'observe, sur les rivières, ils ne font pas de barrage non plus. Donc, il y a bien un moment, ils ne font pas de barrage. Donc les petits, comment ils apprennent? Bon, ça, c'est la première chose. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure pour vous dire sur le même territoire, donc d'une famille, vous avez une vingtaine de barrages, il n'y en a pas un qui fait pareil. Donc, ça apporte aussi un autre élément de réponse, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent vraiment au lieu et ils ont des façons très, très différentes de faire des barrages. Il y a des barrages qui sont vraiment magnifiques, d'autres, on a l'impression qu'ils ont balancé des branches n'importe comment. Donc, ça apporte aussi un élément de réponse. C'est-à-dire que si vraiment ils avaient une méthode précise à un apprentissage, ils feraient tous les barrages pareils. Et alors, la troisième, moi je me suis dit aussi, quand on observe les petits, puisqu'on a la chance d'observer les petits dès la naissance, je me suis dit, on va observer les petits. Et les petits, on s'aperçoit qu'en fait, au bout d'un mois, ils font semblant de construire des barrages, ils apportent des branches sur le barrage. Donc, par mimétisme sûrement. Pour vous dire un autre comportement qui ne peut pas être inné, c'est on a vu des castors. Je vais vous dire, moi, des fois, pour les observer, je leur apporte des branches à un endroit, et c'est des solvaniers d'ailleurs, et je leur mets un peu dans tous les sens. Et là, j'ai vu le castor adulte faire quelque chose qui m'a étonné. Il prenait chaque branche, il a tourné dans le même sens, il les mettait toutes dans le même sens pour faire un paquet pour les emporter. Donc, avec ses petites pattes, puisqu'il ne voit quasiment rien, il est quasiment aveugle, avec ses petites pattes, je voyais chercher le bout, le gros bout, hop, il tournait la branche dans le même sens que les autres. Voilà, donc ça, c'était déjà étonnant comme comportement. Et très peu après, j'ai vu un petit qui avait un mois qui faisait la même chose. Donc là, je ne vois pas pourquoi ça serait inné, parce que ce n'est pas une question de survie. Donc, je ne sais pas. Mais voilà, c'est des éléments de réponse que je peux vous donner. Bien sûr, après… oui, il n'y a pas de réponse absolue, c'est pas ce que j'attendais, mais voilà. c'est satisfaisant comme réponse. Et du coup, ma dernière question, c'était par rapport, c'était pour savoir si les castors, est-ce qu'ils sont territoriaux? C'est-à-dire, vous avez dit qu'ils formaient un cercle familial avec la première génération et au bout de la deuxième génération, ils partent, entre guillemets. Est-ce que au moment du départ de la deuxième génération, est-ce qu'il y a compétition pour les territoires ou est-ce qu'ils partent et ils vont découvrir par erratisme un peu plus loin? Ou voilà, est-ce qu'ils sont territoriaux et est-ce qu'il y a genre de défense de territoire entre castors ou pas? Alors, quand on veut dire, est-ce qu'il y a concurrence? Donc, forcément, ils ne peuvent pas rester sur le territoire, ils ne peuvent pas l'occuper parce que les autres sont adultes, donc ils sont beaucoup plus forts, il n'y a aucun souci, hein. Quand vous voyez la dimension d'un castor qui a 2 ans et celui qui a une dizaine d'années, je peux vous dire que même nous, celui qui a 2 ans, je ne m'impressionne pas, celui qui a une dizaine d'années, je peux vous dire que vous êtes à distance, hein. Le castor est exclu, et en fait, le problème, les jeunes castors, quand ils sont exclus, il faut qu'ils trouvent un nouveau territoire. Le problème, c'est que dans nos régions, il y a une telle pression démographique que la plupart des territoires sont occupés. Moi, j'ai des agents de l'ONCFS qui a mis des puces qui m'avaient dit qu'ils avaient observé des castors qui faisaient jusqu'à 100 km. 100 Ah ouais. km de courbe pour trouver un nouveau territoire. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, quand ils trouvent un petit territoire, même s'il est ridicule, ils le gardent. Voilà. Après, on sait qu'il y a des combats. Et la question pour répondre un peu peut-être à un élément aussi qui peut être intéressant, c'est que les deux familles que j'observe, les deux territoires, donc il y a une famille que j'observe depuis 10 ans et il y a une famille qui s'est installée, un jeune couple. Et quand on voit justement la famille qui est en amont, qui va de temps en temps vers la famille qui est en aval, moi, une hypothèse que j'ai eue, mais c'est vraiment une hypothèse, c'est est-ce qu'on peut penser qu'il y a un des petits de cette famille qui est allé occuper un nouveau territoire, et donc il y a encore une affinité entre les deux. Bon, bien sûr, je ne sais pas. Moi, là, peut-être que j'extrapole totalement. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir quand vous observez les castors, on le voyait peut-être un peu sur la vidéo, c'est qu'ils sont quand même très, très proches, hein. Ils font beaucoup de toilettes ensemble, ils s'amusent beaucoup ensemble, ils sont quand même très… donc, il y a quand même une proximité entre eux.
Voilà. Mais après, ça aussi, il y a beaucoup de questions, enfin des questions, moi je m'en pose des centaines sur plein de choses, mais voilà, là je ne vous apporterai pas trop d'éléments dessus. Voilà, on sait juste Ok. et ça nous intéresserait de savoir vraiment ce qui se passerait. Bien évidemment, si on pouvait mettre des puces à tous les castors, alors ça pose des problèmes parce que ça les traumatise, donc c'est compliqué. Et puis mettre une puce sur un castor, en général, et les puces ne tiennent pas très longtemps. Donc pour plein de raisons, enfin bon, puis de toute façon, il faut des autorisations, etc. Ce sont des espèces protégées, donc c'est compliqué. Mais là, il y aurait des choses très intéressantes à faire, en effet. Ok, d'accord. Bah, merci beaucoup. Je vais laisser Voilà. ma place pour d'autres personnes. Merci. Merci. Et moi, j'ai une petite question juste pour rebondir par rapport à ce que tu disais. Et comment, du coup, le castor, il se comporte avec d'autres espèces. Et là, du coup, là, on a une super photo de, de l'autre. Donc, Oui, alors c'est une photo. Alors il faut savoir que depuis qu'on observe, donc forcément on observe le castor et la loutre, donc le castor et le ragondin depuis longtemps. Et la loutre est arrivée donc en Ardèche depuis quand même pas mal de temps, depuis presque une vingtaine d'années, et là depuis 2 ans on l'observe de plus en plus, et depuis un an de façon spectaculaire. Je l'observe quasiment tous les soirs. Hein. Je la vois quasiment tous les soirs. Moi, elle se retrouve des fois à 1 mètre de moi. Donc je peux dire que je commence à bien connaître la loutre aussi. Et alors, c'est une question. On savait que la loutre cohabitait avec le castor sur des rivières. Moi, je les ai vus ensemble, la loutre et le castor, pas très loin. Et alors, une question qui se pose depuis quelques mois, en fait, on voit la loutre qui vient tous les soirs sur les ruisseaux sur lesquels nous travaillons. Et là, il se passe quelque chose qui est assez étonnant, qui n'est pas connu du tout, qui est un peu un scoop scientifique d'ailleurs. C'est de se dire, nous, on a vu donc au mois de mai, juin, les femelles qui attendaient des petits. Donc, elles attendaient des petits, voilà, c'est facile à voir. Et donc, nous, on observe quasiment tous les jours. Donc, on a des étudiants, on a des services civiques. D'ailleurs, voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés, il ne faut pas hésiter à nous faire des demandes. Euh, et, euh, et donc, on observe tous les soirs. Donc, moi, la naissance des petits, tout ça, j'observe ça chaque année. Et sur les 2 territoires qu'on observe, où la loutre vient tous les soirs, il n'y a eu aucun petit. Aucun petit, alors que les femelles attendaient des petits. Et moi, ce que j'observe, c'est que la loutre rentre dans les terriers de castor. Une chose très étonnante que vous pouvez voir d'ailleurs, il y a un témoignage sur notre chaîne YouTube, sur une petite vidéo très rapide, c'est que nous voyons une loutre qui vit aussi, qui loge dans une hutte, un terrier de castor. Ça, c'est très surprenant. Je n'ai pas connu. Donc au départ, on n'y croyait pas. Le castor y est bien, la loutre, elle y est. Plusieurs mois après, ça continue. Et donc, ça, c'est étonnant. Donc, il y a quelque chose la cohabitation castor et loutre sont quelque chose. C'est un point qui nous intéresse depuis plusieurs mois et avec lequel on porte un gros intérêt. Voilà. Et alors après, bien sûr, le castor, où il est, là, sur les petits ruisseaux. Alors, il faut savoir que sur les petits ruisseaux, le castor est quand même en danger facilement. Il n'a pas le même comportement. Là aussi, je pourrais vous parler de plein de choses sur ce qu'on observe. Il y a des choses qui sont pas connues, mais qu'on a observé, enfin, qui sont magnifiques, mais où il y a vraiment une réflexion. Il y a une intelligence du castor, il y a à ne pas en douter. Mais dans le castor, là, où il vit, il y a la jeunette qui vient quasiment tous les soirs. Il y a des familles bon, il y a le renard, il y a des familles de blaireaux en quantité. Il y a tous ces animaux, et donc ils arrivent à cohabiter. Mais c'est vrai que le castor, sur ces petits ruisseaux, surtout l'été, il peut se sentir en danger. Et moi, ça m'est arrivé souvent sur les petits ruisseaux de retrouver face à face, lui quasiment hors de l'eau et moi à 1,50 m. Et là, bon, on va dire qu'il y a des moments de solitude. Voilà. Mais c'est des moments, voilà, c'est intéressant. Voilà ce que je peux te dire avec la loutre, mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous intéresse, la cohabitation entre les deux. Et on fait d'autres études d'ailleurs aussi sur la loutre. On mène pas mal d'études sur la loutre en ce moment aussi. Du coup, il y a des couples qui se forment et ils durent toute la vie. Oui, Il y a tout à fait.
les castors sont fidèles, voilà, ils sont connus pour être fidèles, mais c'est tout de même, c'est pour ça que bon, les naturalistes vont vous dire que les mammifères, la fidélité, bon, quand ils font des études génétiques de beaucoup d'animaux, les spécialistes vont vous dire qu'en fait, on s'aperçoit que la fidélité n'est pas toujours voilà, fiable. Et c'est pour ça que ça nous interpelle qu'en période de reproduction, quand on voyait la femelle qui allait sur un autre territoire. Ça, c'est assez étonnant. Donc, ça pouvait laisser penser, bon, peut-être, on ne sait pas, est-ce qu'elle cherchait un autre partenaire? Il faudrait vraiment vivre, parce que c'est vrai qu'on a des pièges photos, on observe beaucoup de choses avec les pièges photos, mais rien ne vaut réellement d'observation directe. Oui, Donc, bien sûr. voilà, je signale tout de même, il faut le faire, c'est que on n'a pas, je vous rappelle qu'on n'a pas le droit d'observer un animal la nuit sans autorisation. Voilà. Je tiens à le signaler puisqu'il faut le signaler. Mais voilà. Mais si, mais malgré tout, l'observation directe, c'est là, côté naturaliste et surtout d'un point de vue sur l'éthologie, c'est là où on apprend le plus. Hein. Les photos des applications, c'est très intéressant sur les effectifs, sur les va-et-vient des animaux, mais il y a plein de choses qu'on ne peut pas observer. Ah oui, d'accord. Merci. Merci à vous. Bonjour, moi j'aurais une question. Ça explique que les populations sont parties de 30 individus, mais du coup, comment c'est possible que les populations soient viables avec seulement 30 individus par rapport à la consanguinité et tout ça? Comment ils ont fait pour pouvoir survivre avec juste 30? Alors, c'est des questions que j'ai demandées déjà à des spécialistes même de la génétique. Et eux, ça ne les surprenait pas, parce qu'il y a des espèces qui sont comme ça. Alors, comme je ne suis pas spécialiste là-dessus, moi, je trouve ça étonnant aussi. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, on pouvait supposer qu'il y avait quelques castors qui existaient ailleurs, mais enfin bon, ils devaient être... allez, même si on dit qu'il y avait une centaine de castors en France, ce n'est pas ça qui change la donnée. Donc, je me suis posé la même question que vous. J'ai posé des questions à des spécialistes qui me disent non, que c'est pas. Alors, c'est un peu en contradiction avec ce qu'on entend d'habitude, parce que parmi vous, il y a quelqu'un, peut-être certains ont des éléments. Moi, je n'ai pas eu des éléments. Je suis un peu comme vous, je reste perplexe sur les réponses qu'on m'a données. En effet, à partir d'une trentaine d'individus, même s'il y en avait 50, consanguinité, ça peut poser un problème. Donc voilà, je suis désolé de ne pas vous apporter plus, mais c'est une question que je me suis posée au tout début. J'avais demandé à plusieurs spécialistes, surtout de la génétique ou des mammifères, et qui m'avaient dit bon, non, c'est pas. Ça, enfin, j'étais étonné que ça. Non, ils m'ont dit non, c'est pas. Ça ne les surprenait pas. Voilà. Donc il y aura peut-être à creuser. Donc là, il y a quelqu'un qui répond, c'est Guillaume. Donc, en deçà de 100 ans, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Voilà, en fait, c'est un peu ce que me disaient ceux que j'avais interrogés, mais bon, voilà. Merci Guillaume. Désolé de ne pas apporter plus d'éléments, mais c'est une question que je m'étais posée aussi. Donc voilà, mais des questions, je m'en pose des centaines. Hein. Bon, il y en a où on a des éléments de réponse. Pour ça, je préfère dire éléments de réponse que des réponses souvent. Hein. Donc, voilà. Parce que j'ai trouvé vraiment très intéressant l'histoire des barrages à pierre. Donc nous, on étudie le castor en Alsace. Donc, je travaille dans une association pour la protection des mammifères et du coup, on étudie le castor. Oui. Et en fait, on a très rarement vu des roches au niveau des barrages, mais par contre assez régulièrement sur les terriers. Et du coup, je voulais savoir si c'était aussi le cas près de chez vous ou si c'était véritablement que sur les barrages. C'est intéressant parce que sur les terriers, vous voulez dire les terriers huttes ou que sur les terriers? Oui, sur les terriers huttes. Alors, terrier hutte, nous, il y a des pierres aussi sur le terrier hutte. Hein. Pas tant que ça, d'ailleurs. Quand je suis en train de réfléchir, il y a des pierres, on voit des pierres sur le terrier hutte, mais pas tant que ça, réellement. Elles sont assez petites, d'ailleurs. Et c'est surtout au niveau des barrages. En effet, au niveau des barrages, il y a beaucoup de... Alors, ça dépend aussi, parce que vous pouvez avoir un territoire, ce que je disais tout à l'heure à Guillaume, c'est que vous pouvez avoir un territoire avec une vingtaine de barrages, un qui est fait qu'avec des morceaux de bois et puis un qu'en pierre. Bon, dans le cas général, vous avez tous les barrages, régulièrement, ils mettent des pierres dessus pour tasser le bois. Ça, c'est un truc classique. Mais des barrages où il n'y a que des pierres, il n'y en a pas beaucoup.
J'ai montré quelques photos qui sont assez impressionnantes. C'est quand même étonnant de faire un barrage avec des grosses pierres, là, c'est quand même assez impressionnant. Et puis quand on y va sur place, on sait que c'est un barrage de castor, ça se voit parce qu'il y a des éléments, le castor voilà, ça se voit que c'est le castor, il n'y a pas de souci, mais oui, c'est quand même très étonnant. Ça me fait penser, alors je ne sais pas si je vous ai assez répondu parce que je pense aussi à autre chose en vous parlant, pour montrer qu'il y a une vraie réflexion. Bon, je pourrais vous donner plein d'exemples, mais quand les barrages sont emportés par les crues, je prolonge, ce n'est pas tout à fait votre question, hein. Quand les barrages sont emportés par les crues, donc les castors sont obligés de refaire leur barrage. Donc c'est un travail énorme parce que des fois, ils ont mis des mois et des mois pour faire le barrage. Et quand en principe, ils font leur barrage, ils les font de proche en proche. Donc ils passent d'abord au niveau du terrier, ils refont de proche en proche les barrages des plans d'eau. Ils peuvent travailler des fois sur 2-3 barrages en même temps. Et nous, ce qu'on a observé il y a 2 ans, il y avait une grosse crue au mois de juin. Donc la naissance des petits allait arriver. Et là, une grosse crue énorme qui a emporté tous les barrages. Et là, on s'est dit, passionnant, qu'est-ce qui va se passer? Bon, c'est malheureux pour eux, hein, mais bon, nous, voilà, observateurs. Et là, j'ai été très, très impressionné. Et c'est là enfin voilà, je ne doute pas de l'intelligence des animaux, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête, mais c'est quand même incroyable. C'est qu'ils ont refait tous les barrages en 1 semaine. En 1 semaine, ils ont refait tous les barrages. Ils n'ont pas refait les barrages de la hauteur initiale, hein, puisque c'était 1,50 m la plupart. Donc, ils ont fait tous les barrages à 30 cm, c'est-à-dire le minimum requis pour qu'ils puissent aller sous l'eau. Et ce qui est intéressant aussi, alors qu'on était au mois de juin, et donc en principe, ils passent leur temps à manger et qu'ils font les barrages surtout avec des branches vertes qui viennent de ronger, ils ont utilisé pour ces barrages, alors que les petits n'étaient pas nés, que du bois mort et des pierres. Comme si, bien sûr, on n'a observé qu'une fois, donc c'est toujours difficile de généraliser, je suis toujours très prudent là-dessus, mais c'est la première fois qu'on voit qu'ils refont tous les barrages de leur territoire, et ils ont utilisé que des branches mortes, ce qu'ils ne font jamais. Comme s'ils se disaient, bien sûr, là, je fais attention de généraliser, comme s'ils disaient, il va y avoir des petits qui vont naître, on conserve la nourriture pour les petits. Bon, je prends bien sûr beaucoup de... Voilà, il faut faire attention, mais bon, après, je pourrais vous raconter plein d'autres observations. C'est vrai que quand on l'observe qu'une fois, il faut faire attention parce qu'il faudrait renouveler les observations. Alors, ça arrive, malheureusement, heureusement pour eux, ça n'arrive pas souvent qu'au mois de juin, il y ait des crues énormes qui emportent tous les barrages. Parce qu'il faut vraiment des crues importantes pour emporter les barrages. Parce que chez vous, vous observez des barrages ou vous avez des barrages aussi? Oui, on a des barrages, mais souvent sur des petits cours d'eau en Alsace. D'accord. Effectivement, les grands cours d'eau, ils ne vont pas du tout faire de barrage. Par contre, les petits cours d'eau, il n'y a pas assez de niveau d'eau. Voilà, et du coup, ils vont faire aussi une filature de barrage pour monter le niveau d'eau à la fin. Et vous voyez quand même des pierres sur les barrages ou Pas tant, en fait. Non, habituellement, ils utilisent plus du coup des plants de maïs. Ils aiment bien. Mais, et des branchages et des pierres, pas tant. Ils comblent avec de la terre, mais les pierres, on les voit surtout au niveau de certains terriers et pas tant sur les barrages. Alors, c'est intéressant, c'est un peu la question qui est forcément entre la question de l'inné et l'acquis, c'est toujours intéressant, est-ce qu'il y a une culture? Moi, je travaille avec quelqu'un qui faisait beaucoup d'observations dans le Gard, qui étudie le castor, et qui, lui, me dit qu'il trouve des différences entre territoires sur la façon de faire les barrages. Comme moi, je trouve que sur un même territoire, les barrages sont très différents, je trouve que c'est compliqué. Le côté, ouais. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est sur des régions vraiment différentes. Bon, on l'observe chez d'autres mammifères, en particulier chez des primates, il y a un peu de culture. Ça peut être intéressant justement de voir qu'il y a des... Là, ça serait intéressant de se dire, il peut y avoir quand même un côté qui n'est pas que... En tout cas, il y a un côté acquis peut-être régional qui serait intéressant. C'est intéressant, oui, ça serait quelque chose à développer, oui. Avoir des données un peu plus... Voilà, d'ailleurs, ça fait penser, par exemple, une question récente que je me suis posée, c'est quand vous avez un barrage, vous avez ce qu'on appelle un déversoir, c'est-à-dire un endroit où
où il laisse un peu moins haut pour que l'eau repasse, hein, ça s'appelle le déversoir. Et moi, il m'a semblé un jour de me dire, mais tiens, c'est bizarre, sur certains territoires, c'est plus à droite et d'autres, c'est à gauche. Et c'est vrai que les observations donc du coup, les étudiants qui sont arrivés après, je leur ai dit, ben, chaque fois que vous faites des observations sur un territoire, vous observez où se trouve le déversoir. Et il se trouve en général, c'est à gauche. Bon, en très grande majorité. Alors bien sûr, là aussi, on n'a pas fait cette observation. Il faut regarder, est-ce qu'il y a une raison, parce que le cours d'eau, enfin, où se trouve le virage, enfin, etc. Enfin, bon. Mais voilà, ce sont des questions. Moi, je m'en pose des centaines. Mais là aussi, ça aurait pu être intéressant de savoir si c'était. C'est une question que je m'étais dit. Est-ce que culturellement, une famille préfère faire les passages à gauche, l'autre à droite? Bon, ça aurait pu être intéressant. Ça ne nous a pas apporté de réponse aujourd'hui, mais bon, peut-être que c'est une question qui tenait. Bon, qui n'a pas d'intérêt, hein, c'est fort possible. Mais des questions, voilà, il y a beaucoup de questions. Sur les questions, je peux en parler une journée entière, hein, mais voilà. Je sais Merci. pas si vous avez d'autres questions. Voilà, bien, merci à vous. Et du coup, je me permets de répondre à Yann. Les populations d'Alsace, elles viennent de réintroduction Oui, de castors du Rhône. Et en ce moment, on fait des études génétiques parce que il y a beaucoup de castors aussi en Allemagne. Et du coup, on essaye de voir si des populations allemandes arrivent aussi chez nous. Voilà. oui, je savais que Merci Yann. Oui, je savais qu'il y avait beaucoup d'introductions, en particulier d'Ardèche. Ils ont beaucoup prélevé en Ardèche d'ailleurs. C'est plus facile des fois de prélever dans les ruisseaux. Et donc ils ont prélevé en Alsace et dans la Loire. Et c'est vrai que tous les castors qui sont en France, sauf maintenant en effet, il peut y avoir des castors qui viennent un peu d'Allemagne, mais tous les castors qui sont en France sont voilà, des prélèvements du Rhône. Ou alors, par exemple, ceux qui arrivent dans l'Hérault sur ces zones, là, ils viennent de proche en proche, en fait. C'est eux qui se déplacent. Et on peut observer ce que j'avais dit tout à l'heure, peut-être, je ne sais plus si c'est à vous que j'ai parlé, on peut observer des castors qui se déplacent sur plusieurs kilomètres en dehors des cours d'eau. Donc ça, c'est assez étonnant aussi. On a des preuves, on a même des castors qu'on trouve en plein été à 3-4 km de tout cours d'eau dans des zones complètement arides au milieu d'un bois de pin, des castors adultes. Donc ça aussi, c'est des choses qui ne sont pas tellement connues et que je n'avais pas entendu parler. On a pas mal de témoignages, enfin pas mal, quelques-uns disons. Enfin, j'en ai pas mal, mais bon, forcément, j'étais perplexe. Mais les derniers que j'ai eus sont forcément crédibles. Là, c'était pas autre chose, c'était pas un ragondin, c'est bien des castors. Donc ça, c'est étonnant. Comment le castor en plein été et pourquoi et pour quelles raisons il sort d'un cours d'eau pour aller traverser des collines et pour quelles raisons, je ne sais pas. Là, donc il y a deux raisons. Pourquoi il partirait de son territoire en plein été? C'est pas la période de reproduction. Donc, pour quelles raisons et pourquoi il ne poursuit pas les cours d'eau? Pourquoi il passerait au travers des collines? C'est quand même assez étonnant et c'est pas connu dans la littérature scientifique non plus. Donc là aussi, donc c'est sûr que tous les castors avaient une puce, on pourrait, dans 6 mois, on referait une conférence, on aurait des réponses à beaucoup de choses, mais qu'il y a un peu de mystère, c'est bien aussi. Puis ça nous fait faire ça nous questionne, c'est intéressant. Moi, je me demandais, le castor, il est protégé à l'échelle de toute l'Europe ou pas? Oui, il est sur une grande partie de l'Europe. Donc en France, il a été donc c'était comme je te disais, c'était le premier mammifère français protégé, hein. Il a été protégé sur 3 départements au départ, hein. Je ne sais pas si je l'ai précisé tout à l'heure, sur Vaucluse, le Gard et les Bouches-du-Rhône. Et donc sa protection, donc on voit que ça montre que ça a bien fonctionné, hein. Puisque très rapidement, il a été sur tout le bassin rhodanien. Et après, bien sûr, il y a eu en 1960, enfin, il y a eu plusieurs étapes de protection. Donc, il est protégé dans toute la France maintenant. Il est sur des listes rouges internationales, enfin, bon, la Convention de Berne, etc. Donc voilà, il est quand même protégé voilà. Et on va espérer qu'il reste protégé longtemps. Bon, il y aurait plein d'animaux à protéger aussi, mais bon, enfin, tous les animaux sont à protéger d'ailleurs. Mais bon. Voilà. Et est-ce qu'on a une idée de l'effectif, du nombre de castors un peu en France Alors oui, alors, comme ça, je ne te répondrai pas, mais je sais qu'il y a une évaluation du nombre de castors en France. Alors, c'est des évaluations, hein. Alors, je ne vais pas te dire de bêtises, mais j'ai un nombre dans la tête, mais peut-être que
si je le dis, peut-être on va vérifier que c'est complètement idiot, donc je ne vais pas le dire. Mais oui, effectivement. En tout cas, c'est sûr que le castor, sur certaines régions, il est bien présent. Oui. On le voit maintenant dans l'Hérault, il est bien présent, hein, il est pas mal étudié. Donc, Fiber Nature, d'ailleurs, on fait pas mal de sorties là-dessus. Il est présent quand même dans beaucoup de. Mais il y a des régions, il n'est pas encore présent. Hein. Il y a des régions, tant qu'il n'est pas réintroduit, nous, on travaillait, je travaillais aussi avec un parc en Catalogne, espagnol, pour justement sa réintroduction aussi. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont. En tout cas, sa présence est intéressante pour la biodiversité. C'est une évidence. Et les critiques qu'il peut y avoir sur le castor, parce qu'il peut en effet couper des arbres fruitiers, etc. Protéger ces arbres fruitiers, c'est pas compliqué. C'est moins compliqué que de protéger contre les sangliers, déjà. Le castor, il a juste besoin d'avoir une ripisylve assez large de chaque côté. Donc, forcément, si comme on a l'habitude de faire, de tout détruire jusqu'au ruisseau, ben le castor, il ne sait pas lire la propriété privée, donc il va couper ce qu'il voit. Mais il suffit de mettre un petit grillage de poule, comme on appelle, ou autre chose, même un simple plastique autour d'un arbre, il s'arrête tout de suite. Hein. Il ne faut pas grand-chose pour s'arrêter. Hein. Donc voilà, là, c'était aussi pour les quelques opposants, mais le castor a plutôt, quand même, malgré tout, il est quand même plutôt apprécié. Là, j'en profite tant qu'il n'y a pas de questions. Donc, nous, on prend souvent des stagiaires, donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, pour cet été, on a 4 stagiaires qui arrivent là, dans 2 semaines, mais pour cet été, à partir du mois de mai, juin, s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas, on est preneur, on ne peut pas en prendre 50, mais il suffit de nous envoyer sur la page Facebook, par exemple, ou sur notre adresse mail, et il n'y a pas de souci, ou passer par le GNOME, et il n'y a pas de souci non plus. Voilà. On est toujours content de pouvoir former, apprendre. Hein. Moi, je trouve que partager nos connaissances, c'est fondamental, et c'est comme ça qu'on peut protéger la nature. Alors, je ne sais pas si tu vois, Lionel, dans le chat, il y a Sydney qui nous dit que le castor, il est aussi présent en Belgique et parfois même dans des centres-villes. Voilà. Et il y a une question de Mélanie qui demande pourquoi le castor a-t-il disparu dans certaines régions de France. Alors, juste je rebondis le fait qu'on le voit dans des villes. Si vous allez sur la page Facebook de Fiber Nature, on a publié il n'y a pas longtemps le castor qui se baladait dans les rues de Lyon. On m'a envoyé il n'y a pas très longtemps le castor qui se trouvait sur une photo d'un castor qui se retrouvait dans un parking d'un hôpital dans la Drôme. Donc chaque fois, c'était pas très loin des cours d'eau, mais le castor, oui, on peut le voir. Voilà, ici, je vais même vous dire qu'au Canada, il y a, à une époque, il y a un siècle, il y a des castors qui étaient même apprivoisés, hein, qui vivaient avec des gens. Donc, bon, voilà. Ce qu'il ne faut pas faire, les protéger. Mais bon, voilà. Alors, pourquoi il a disparu? Donc, j'ai pas trop tardé. Je ne me suis pas trop attardé là-dessus parce que bon, j'ai pas trop le temps, mais le castor d'abord été chassé. Il était chassé déjà pour sa chair, hein, comme nourriture. Après, parce qu'on un poisson, donc en période de carême, c'était pas mal. Oui, on le prenait pour un poisson, voilà, parce qu'il avait une queue, donc il vivait dans l'eau. Ensuite, pour ses glandes, enfin pour la pharmacopée. Donc ça, c'est le 19e siècle. Et puis pour sa fourrure aussi. Et c'est vrai qu'il avait quasiment disparu. Il était présent partout, hein, il était présent dans enfin, d'autres espèces. Hein, là, c'était une extinction totale et on est arrivé à... Vous m'entendez parce qu'il y a écrit connexion Internet instable, ça va? Il y a eu des petits bugs, mais ça va. ça Bon, va. okay. Donc voilà, donc heureusement, il a été protégé à temps, sinon on n'aurait plus de castor européen peut-être 30 ans après. Donc voilà, une espèce qui a été protégée pour l'instant et qui a été bien protégée. Donc comme quoi ça marche, la protection, quand la morale de l'histoire, c'est que voilà, il est toujours temps de faire quelque chose et ça peut marcher. Mais bon, en fait, on sait que la morale de l'histoire, elle se renouvelle malheureusement pas souvent, mais ouais. On ne va pas épiloguer sur ça, mais bon, voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, Aurélie.
Moi, j'ai une autre question par rapport à la cohabitation avec le ragondin. Du coup, je ne sais Oui. pas si… vous disiez que le castor, il avait plutôt le dessus sur ce type de cohabitation. Parce que du coup, j'ai vu pas mal d'études où en fait, elles se contredisaient un petit peu avec la présence du ragondin qui faisait du coup fuir le castor, entre guillemets, ou en tout cas, le castor ne s'établissait pas dans ces zones-là, ou bien justement le castor qui faisait un petit peu fuir les ragondins. Et c'est vrai qu'en prospectant, on a un peu du mal à démêler un petit peu tout ça, parce que souvent, quand il y a des grosses densités de ragondins dans des milieux très favorables pour le castor, on ne va pas trouver de castor. Et il y a des milieux où le castor va être présent et où il y aura aussi des ragondins, mais du coup, les ragondins en population beaucoup moindre. Alors, est-ce que ça serait lié à une densité de ragondins? Alors, c'est intéressant ce que vous me dites. Alors, dans ce que vous me dites, je suis en train de penser, qui était le premier? Est-ce que le castor était déjà installé ou le ragondin? Ça peut expliquer aussi, ça peut avoir aussi une incidence sur qui c'est qui va rester, peut-être. Mais dans ce qu'on observe, nous, hein, donc je ne me suis pas trop penché je me suis plus penché sur le problème de castor-loutre. Donc, on savait que le ragondin, avec le castor, ils cohabitaient sur les rivières. Donc, sur l'Ardèche et sur le Chassezac, on étudie, qui sont des grosses rivières, ils cohabitent. Donc, les observations qu'on fait, nous, en direct, il y a une famille de castors, un adulte en particulier, qui ne supporte pas les ragondins. Et donc, il fonce carrément. Dès qu'il voit un ragondin, il lui fonce, mais physiquement, hein, il lui rentre dedans. C'est violent. Le ragondin ne dit rien, il part. Hein. Parce que le castor est quand même plus massif que le ragondin. En tout cas, le castor adulte, je pense que c'est comme la loutre. La loutre, des fois, elle fait face, mais elle ne va pas trop s'amuser non plus. Elle peut faire face, la loutre peut faire face, mais bon, ça ne va pas durer longtemps. Donc, voilà les observations. Nous, ce qu'on voit. Après, pour vous dire la cohabitation, puis je continue à raconter sur le ragondin. Moi, je me souviens d'une scène qui était magnifique sur un soir où j'ai observé au bord du Chassezac. Et là, j'observais, il y avait une famille de ragondins, les petits, donc c'était magnifique, ils étaient devant nous. Et là, il y avait les gros castors qui passaient devant nous, donc voilà, tout le monde vivait, cohabitait sans problème. Et là, à un moment, il y a la loutre qui est arrivée, au milieu de tout ça, qui est sortie d'ailleurs devant nous. Elle s'est levée juste à 2 mètres de moi, parce qu'elle sentait dans les sacs qu'il y avait de la nourriture. Donc, elle s'est levée à 2 mètres de moi, elle était debout. Et puis, elle est repartie. Et sur 10 mètres carrés, il y avait le ragondin, 2 gros castors et la loutre qui passait. Et tout ça dans l'indifférence générale. Donc, bon, voilà, ça, c'était des beaux moments. Je me suis dit, si on arrivait tous à vivre comme ça serait pas mal. Et pour reprendre sur le ragondin, nous, sur le ruisseau que j'observe, donc en amont, il y a le castor qui est présent parce que le castor est présent sur la portion où l'eau reste toute l'année. Et la période plus en aval qui fait partie d'un territoire de castor, mais pas tout le territoire, ça ne concerne pas toute la portion du ruisseau. Il y avait des ragondins qui étaient là. Et ces ragondins-là qu'on a observés n'ont jamais franchi la barrière du ruisseau où il y avait des castors. Alors, je pense que lorsque le castor est installé dans un petit ruisseau, c'est tout, et c'est vraiment étroit, un petit ruisseau. Si un ragondin venait s'amuser, venait sur ce territoire, je pense qu'il serait vite mis dehors. Mais voilà, nous, ce qu'on observe, c'est quand le castor est déjà présent. Donc peut-être que la présence, si le ragondin était déjà présent, une famille, et que le castor veut s'installer, peut-être qu'il ne viendrait pas non plus. Nous, le castor est présent depuis bien. Il est là depuis beaucoup plus longtemps que le ragondin. Donc, est-ce que ça explique pourquoi le ragondin, finalement, c'est lui qui se met un peu. Il fait profil bas peut-être par rapport au castor, parce que le castor, il rentre sur des territoires de castor. En tout cas, tous les endroits qu'on voit où il y a le ragondin, le castor est là. Par contre, on voit des endroits où il n'y a que le castor et pas le ragondin. Donc, voilà ce que je peux dire sur ce qu'on a observé. Voilà, je ne peux pas en dire plus après, mais c'est intéressant de savoir qu'il y a des périodes, des endroits où il n'y a que le ragondin et pas le castor. Ça serait intéressant d'approfondir. Dommage pour le castor. Oui, après, voilà, mais en tout cas, c'est vrai que quand le castor fonce, enfin, surtout le castor auquel je pense, qui n'est pas facile, hein, il est pas facile. Quand on le voit, il n'est pas facile. Il est un peu menaçant chaque fois, mais en tout cas, il n'aime pas le ragondin, ça c'est sûr. Hein. Alors pour quelle raison, je ne sais pas, mais il lui fonce, c'est vraiment physique. Hein, d'ailleurs, des fois on entend couiner presque le ragondin aussi, mais voilà.
Alors que le ragondin, alors que le castor ne fait pas de bruit, hein. Le castor adulte, on entend très, en principe, il ne fait pas de bruit. Il ne pose pas de cris ni rien, contrairement aux petits d'ailleurs. Merci. Ouais, mais merci. Donc, je peux préciser aussi, peut-être que tu peux le faire, qu'il y a régulièrement des sorties du Gnome. Chaque année, on en fait, en Ardèche d'ailleurs. Donc, peut-être qu'il y en aura une prochainement, on verra. Et nous, Fiber Nature, on fait régulièrement des sorties, mais si vous allez sur la page Facebook, vous verrez qu'il y en a souvent. Pas forcément que sur le castor. Malheureusement, souvent, on n'annonce pas ces sorties, elles sont limitées. Les conditions sanitaires ne permettent pas malheureusement d'ouvrir toutes ces sorties à nos adhérents et au-delà parce que c'est compliqué pour les consignes sanitaires, les effectifs. Et merci pour le Gnome, pour tout ce que vous faites, puisque voilà, depuis que je vous connais, j'ai toujours grand plaisir et vos conférences, bon, quand c'est à la fac en particulier, hein, c'est toujours passionnant, il y a toujours beaucoup de succès et je crois que vous êtes vraiment une association de référence. Et donc, toutes les associations, je pense, environnementales, naturalistes, doivent travailler ensemble, hein. C'est l'esprit de tout le monde et je le trouve que but, c'est de super. partager les connaissances que tout le monde. Voilà, je pense que la nature a besoin, voilà, a besoin de nous tous et voilà. Et chacun, si on peut travailler tous ensemble, c'est formidable. En tout cas, merci. Merci à tout le monde. Merci Méliné, merci au Gnome. Et puis j'espère bientôt peut-être sur une sortie à Montpellier. Enfin, à Montpellier, en Ardèche plutôt. Et puis peut-être dans l'Hérault aussi, hein, on en fait, mais dès que ça sera possible. Voilà. Bien sûr, ces belles paroles. Bonne soirée à tout le monde et puis Bonne soirée. à très bientôt.